Je vous propose un voyage à la rencontre des lieux qui nous rassemblent et de tous ceux qui les conçoivent. Explorons ensemble les bouleversements qui nous invitent à réimaginer le rôle, l'exploitation et l'organisation de l'immobilier tertiaire et au-delà. Pour cela, nous allons partir à la rencontre de tous ceux qui les font, sans exception. De la conception à l'exploitation, de l'architecte au directeur immobilier, du property manager au FMeur, des utilisateurs aux startups PropTech, pour imaginer à quoi ressembleront les espaces de demain. Des espaces qui ont du sens, économiquement, opérationnellement, humainement. Comprendre ensemble toutes les nouvelles dimensions d'espace qui, enfin, nous ressemblent. Bienvenue dans The Spacecraft, à la découverte des espaces de demain avec tous ceux qui les conçoivent. 3, 2, 1, décollage. Si elle n'est pas nouvelle, la réflexion sur la place du digital dans l'environnement de travail a connu une véritable explosion ces dernières années. On la retrouve à tous les étages, pour améliorer l'expérience utilisateur, gérer de façon dynamique les services ou encore piloter sa consommation énergétique. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer cette nouvelle dimension technologique et toutes les opportunités qu'elle offre. Mais nous verrons aussi que derrière l'appétit féroce pour la donnée se cachent des évolutions de culture, compétences et méthodes sans lesquelles sa mise en place sera vouée à l'impasse. Pour en parler, je suis avec Damien Dehoul, The Spacecraft, saison 1, épisode 8. C'est parti. Bonjour Damien. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, on est là pour parler digital dans les espaces de travail. Alors c'est un sujet extrêmement vaste, mais avant de commencer un peu à l'aborder, je te propose de te présenter. Merci Julien. Du coup, moi, c'est Damien Dehoul. Ça fait 10 ans que je travaille dans l'environnement de travail, dans plusieurs entreprises. Je fais partie du comité de direction et du comité exécutif de l'IDE, que tu dois connaître très bien, je pense. Oui. Et au sein de cette association, donc, je suis en charge du développement au niveau du COMEX et je fais partie de certains clubs, donc le club digital notamment, le club sécurité et le club des jeunes talents. D'accord, donc totalement multicarte. C'est ça. J'essaye d'être impliqué dans le milieu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est plus particulièrement l'aspect digital qui va nous intéresser. Et, alors pour l'anecdote, moi j'ai eu ton nom par une personne qu'on avait approchée pour parler de notre solution et qui nous a dit si vous voulez parler digital, c'est avec Damien Dehoul qu'il faut le faire. Donc là, on est, on est là pour parler digital, justement. C'est un mot qui traîne beaucoup, avec beaucoup de sens, mais aussi beaucoup d'acception, on va dire, beaucoup de façons de l'envisager. Et c'est un petit peu la première question que je voulais te poser. C'est aujourd'hui, quand on va parler à des directions d'environnement de travail et qu'on leur parle de digital, quelle est leur priorité ? Parce que ça peut être appliqué aussi bien à l'expérience utilisateur qu'à l'optimisation de certains processus ou coûts. Aujourd'hui, quelle est la priorité dans l'implémentation du digital dans les bâtiments de bureaux ? Aujourd'hui, le digital dans notre métier, c'est surtout de récupérer de la donnée. Aujourd'hui, on récupère beaucoup de données pour savoir ce qu'on va en faire, parce que c'est un peu flou aussi de ce qu'on veut en faire. On récupère par exemple des informations sur les températures avec les GTB, GTC pour appliquer du coup derrière une économie d'énergie, c'est le but, ou faire des maintenances préventives, donc anticiper en fait ce qu'aujourd'hui on peut ou qu'on n'arrive pas forcément à anticiper. Après, il y a d'autres façons de digital. Par exemple, tu as les frigos connectés, qui est aujourd'hui quelque chose qui a le vent en poupe parce qu'on est sur du télétravail. Donc, la restauration collective, c'est aujourd'hui un peu compliqué avec le télétravail d'anticiper les allées et venues des salariés. Donc, aujourd'hui, on a évidemment des jours qui sont plus ou moins connus sur la fréquentation. Avec un frigo connecté et du coup du digital, H24, 7 jours sur 7, les gens peuvent utiliser. Donc, tu vois, c'est allier le digital avec un besoin et un service pour répondre à toute éventualité et des choses aujourd'hui qui sont mouvantes. D'accord. Et quand tu parles de choses mouvantes, moi je pense tout de suite à l'idée de flux. En fait, alors évidemment, il y a les flux énergétiques et des flux mais aussi humains qu'on essaye de mesurer. Donc tout ça, si je comprends bien, on essaye vraiment de le mesurer. Il y a la composante énergétique qui, effectivement, d'un point de vue plus du coût. Là, la composante humaine, c'est aussi quelque chose qui est
plus rattaché au coût, c'est plus pour améliorer l'expérience utilisateur? Alors déjà, c'est compliqué de rallier au coût une expérience utilisateur, puisqu'en fait, il n'y a pas de retour financier direct. Par contre, oui, on impacte sur une qualité de vie au travail des collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait pour rendre plus agréable euh, la qualité de vie au travail des collaborateurs, dans le sens où quand ils arrivent, on veut qu'ils soient performants. Et comment ils sont performants, la première chose, c'est qu'ils arrivent dans un endroit sain, où ils ont plaisir à travailler et où rien ne les gêne pour être performants dans leur métier. Tu vois, aujourd'hui, s'ils viennent et qu'il fait chaud, ils vont se plaindre, ils seront moins performants. Du coup, notre métier, c'est en faire en sorte que tout se passe bien pour eux. D'accord. Et qu'ils aient une expérience. Ça veut dire que s'ils viennent aujourd'hui au travail et qu'on leur met, si je prends un exemple concret, un service de conciergerie, et que tu leur proposes un coiffeur qui vient, en fait, c'est du gain de temps pour eux, c'est du gain de temps pour l'entreprise, et tout le monde y trouve son compte. Donc le fait de mettre en place des services digitaux, pas forcément que digitaux, hein, mais c'est rendre une expérience plus agréable aux collaborateurs. D'accord, oui. Donc, la notion de service, ça, on a pu l'entendre, revient souvent, parce que puisqu'il faut redonner un nouveau sens justement à ces espaces et les raisons pour y venir. Donc il y a la notion de service, et effectivement, dans cette notion de service, il y a la notion de services digitaux qu'on peut adopter. Je voudrais juste revenir sur la question du coût. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte macro qui est compliqué, on va dire, où forcément, il y a une tension assez forte sur, que ce soit la direction des achats ou la direction de l'environnement de travail, sur les coûts qui sont engagés. Aujourd'hui, sur ces outils qu'on peut déployer, tu disais que c'était difficile justement de mesurer l'impact sur la qualité de vie telle qu'elle. Comment on mesure un petit peu ce ROI des outils digitaux qu'on déploie? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des success stories justement d'outils qui ont su démontrer une vraie valeur ajoutée, que ce soit un gain énergétique ou une amélioration de l'expérience? Comment on mesure cette implémentation-là? Parce qu'il y a un coût, mais en face, qu'est-ce qu'il y a comme impact business? Alors, il y a plusieurs ROI. Évidemment, une entreprise qui veut, c'est un aspect financier. Nous, on doit leur prouver qu'en fait, il n'y a pas que l'aspect financier qui compte. Donc, ça va être avec un questionnaire, ça va être une question de satisfaction, un questionnaire de satisfaction, pardon, où derrière, on va dire, cette entreprise, elle sera plus attractive qu'une autre. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis ça en place. Elle a mis des outils digitaux. OK. À quoi ils servent ? Combien ça coûtait ? Tout ça ont permis à ces entreprises-là d'être plus performantes et d'accueillir des collaborateurs, des jeunes talents, parce qu'aujourd'hui on appelle ça comme ça, hein, des talents ou des niches. Des fois, on a des entreprises où c'est des niches, on a besoin de récupérer des talents. Comment on fait pour les récupérer ? C'est peut-être du télétravail. Tu vois, par exemple, on parle de digital. Peut-être qu'aujourd'hui, le 100% remote, ça existe. Donc, on peut aller là-dessus en disant, écoutez, on prend cette personne-là, elle est en 100% remote, elle habite trop loin, on fait un deal avec lui, peut-être qu'il viendra une fois par mois ou 2 fois par mois. Tu vois ? Et mettre en place des outils digitaux, ça permet aujourd'hui de recruter et de satisfaire aussi bien les entreprises que les collaborateurs. Donc il faut continuer là-dedans. En plus, c'est quelque chose de nouveau. Donc on est tous en train de se chercher, enfin test and learn, hein, tout simplement. Ouais. Et puis il y a beaucoup d'offres, c'est-à-dire que c'est assez fragmenté, j'ai l'impression, au niveau de l'offre, c'est très fragmenté. C'est-à-dire que tu as un outil digital pour une réservation de parking, un outil digital pour réserver ton repas dans un frigo connecté ou j'en sais rien. C'est peut-être une question aussi. Aujourd'hui, tu penses qu'on est où dans le niveau de maturité de ces outils-là en termes justement au niveau de l'offre? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de naître et qui demande à se consolider, ou est-ce qu'il y a déjà des pôles qui sont en train d'être matures? Voilà. Quelle est l'attitude un peu aussi des directions d'environnement de travail vis-à-vis de ça? On attend et on regarde comment ça s'implémente. Non, on est vraiment tout au début, je pense, du digital aujourd'hui. Ça fait quelques années, on va dire peut-être un peu moins de 10 ans aujourd'hui qu'on voit beaucoup de digital. Mais je pense qu'on est vraiment qu'au début, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'outils que tout le monde dit, écoutez, ça c'est la référence, ça n'existe pas. On connaît par contre plusieurs startups qui vont proposer un outil ticketing, un outil d'objets connectés, mais il n'y a pas de référence. Pour autant, ce qu'on a aujourd'hui et ce que font les startups ou les entreprises un peu plus matures qui ont les moyens de le faire et qui veulent se diriger vers cette solution-là, proposent des solutions innovantes et à impact. Donc aujourd'hui, on s'en sert tous, on a tous un smartphone. Je pense que 90% d'aujourd'hui des collaborateurs ont un smartphone, que ce soit professionnel ou personnel. Et pour autant, tout le monde sait lire son mail sur son smartphone.
quand il est en vacances. Alors, il y a aussi un sujet de droit à la Oui. déconnexion, hein. Alors, le droit à On la en parlera justement ouais, de quelques obstacles. évidemment, il y a toujours des obstacles, mais Bien sûr. aujourd'hui, il faut plus aller dans le sens où on veut développer, Mm. on y va à fond. Évidemment, il y aura des réticents, évidemment, il y aura des échecs, mais il faut y aller. Je pense que si on n'y va pas, ben, on n'avance pas. Évidemment, je pense que les échecs, je pense qu'il y en a très peu aujourd'hui, j'en connais pas. Mm. Et si on a eu, c'est pas grave, c'est pas un échec en fait, Mm. parce qu'on a appris et on améliore la situation. D'accord. Alors là, ça m'amène à deux questions que je voulais te poser. Parce qu'effectivement, il y en a une sur la démarche test and learn et la façon dont on change les process aussi, les façons de fonctionner dans des environnements qui étaient parfois un peu statiques, qui demandent à être un peu plus dynamiques. Mais avant ça, j'avais la question de vraiment qui sont les vrais promoteurs aujourd'hui de ces changements digitaux. Euh, Parce qu'on voit par exemple des espaces opérés qui ont été assez précurseurs dans cette implémentation-là. Pourquoi? Parce que par nature, ils accueillaient déjà, enfin, ils étaient déjà plus dynamiques. Les occupants changeaient régulièrement, il y avait des réservations. Donc, c'était des terrains d'expérimentation assez intéressants. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on voit ce changement de mindset en se disant, nous aussi, on va tester des choses, on va mettre en place des choses, et on ne va pas attendre que ce soit des petites entreprises plus agiles qui le fassent ou des espaces opérés, on va prendre notre part. Alors c'est vrai que tu parles de bureau opéré et ça va avec le digital. Alors, moi, c'est ma vision en tout cas Mhm. là-dessus, c'est qu'en fait, euh, quand tu as une entreprise qui est dans un bâtiment depuis X années, c'est compliqué d'instaurer du digital parce il y a un accompagnement au changement à faire et Mhm. c'est très compliqué de changer les habitudes de tout le monde. Quand tu déménages, où on parlait de bureau opéré, Mhm. bah, c'est quelque chose de nouveau. Du coup, quand tu arrives dans un nouvel endroit, bah, si tu mets le digital tout de suite pour tout le monde, bah, c'est pris. Donc les gens comprennent comment c'est utilisé et les gens ont cette habitude de travailler et d'utiliser cet outil, enfin, ces outils digitaux. Donc tu vois, le fait d'arriver dans un nouvel endroit, dans une nouvelle atmosphère et avec des entreprises qui sont assez bons sur ces sujets digitaux, et ben en fait les collaborateurs s'imprègnent directement de toute cette façon de travailler, cette nouvelle Mhm. façon de travailler, tu vois. Si tu prends un restaurant d'entreprise qui prend sa frite le midi, un collaborateur qui prend sa frite le midi et que tu lui mets un frigo connecté, bah, il va dire bah non en fait, je vais pas y aller. Par contre, si tu lui mets un frigo connecté dès qu'il arrive, bah, il va dire ok, bah, je vais aller là-bas et si ça me plaît pas, bah, j'irai peut-être à l'extérieur. Mhm. En fait, tu vois, il faut soit faire un accompagnement au changement qui est très dur à mettre en place, mais pour autant qui est faisable, hein, soit tu profites d'un déménagement ou d'une entreprise qui est mouvante Mhm. pour le mettre en place et du coup de leur dire bah, écoutez, c'est comme ça maintenant et on leur explique comment ça va se passer. En disant bah, ça va bien se passer, on va vous expliquer comment ça va fonctionner. D'accord. Oui, c'est compliqué. Enfin, j'avais en tête l'idée justement de te questionner sur un frein qui est souvent, enfin, qui a toujours été un frein à l'acceptation des nouveaux outils, c'est l'adoption et l'accompagnement, la formation, tout ce qu'on peut mettre derrière. Parce que j'en parlais avec une personne responsable d'un environnement de travail d'une start-up qui avait voulu mettre avec beaucoup de bonne volonté un outil de réservation de bureau, mais qui finalement s'était rendu compte qu'il y avait un peu moins de 5% de personnes qui l'utilisaient. Pourquoi? Bon, pour une raison extrêmement simple, c'est que finalement, il y avait suffisamment de bureaux pour tout le monde, donc c'était assez inutile. Mais bon, par rapport, par rapport justement à l'adoption de ces nouveaux outils, il y a une question forte dans le sens et dans le propos des bureaux aujourd'hui, qui est la question de la culture. Est-ce que quand on commence à mettre une petite surcouche digitale, il ne faudrait pas justement inclure ça un petit peu dans la culture, dans l'entreprise, dans comment dire, euh, dans l'expérience en fait de l'entreprise, parce que c'est pas juste un outil. Est-ce que ça devrait pas aller un peu plus loin et se dire que euh, travailler dans telle ou telle entreprise, c'est aussi avoir toutes ces facilités, toute cette expérience extrêmement fluide que peut amener le digital, et comment ça peut se travailler par exemple avec les RH, j'imagine. Alors c'est vrai que les outils digitaux, certaines personnes sont réfractaires, mais je pense que pour le coup, c'est ma vision encore et Mm. ça tient qu'à moi, hein. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont réfractaires là-dessus, sur des sujets digitaux parce qu'on l'utilise toujours au quotidien. Tout le monde l'utilise Mm. aujourd'hui au quotidien, que ce soit sur une application de banque, que ce soit le sans contact ou que ce soit les réseaux sociaux.
Enfin, c'est du digital. Aujourd'hui, on est tous friands de ça. On est tous avec notre portable. Ce qui est pas forcément bien non plus, hein. Non, non, il faut que ça rentre effectivement dans les mœurs de l'entreprise. Ça veut dire que il faut qu'on montre l'exemple. Et pour ça, il y a des formations. Euh, Pareil, tout à l'heure, on disait il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et moi, je suis pour que si on met quelque chose de digital, faut que ça serve à quelque chose. Tout à l'heure, tu prenais le bon exemple de il y avait trop de salles de réunion ou assez de salles de réunion, du coup, les gens n'avaient pas besoin de réserver. Donc, peut-être qu'en fait, les bureaux sont trop grands. Donc, tu vois, ça permet aussi ça, le digital. Ça permet de prendre le besoin. Ce que je disais tout au début, c'est de prendre la data. De prendre la data. Et qu'est-ce que tu fais de cette data, en fait? On sait qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de salles de réunion. Et peut-être qu'on peut en éliminer pour recruter plus de personnes, tu vois. Au lieu de déménager, tu modifies ces espaces, tu vois. Par exemple, ça peut être des espaces modulables. Donc, c'est prendre de la donnée, la réutiliser. Et quand tu l'utilises, il faut que les collaborateurs aussi comprennent pourquoi ils l'utilisent. Ça veut dire que tu peux le mettre dans la culture d'entreprise. Mais si tu n'expliques pas pourquoi il faut le faire, ou leur expliquer quel est l'intérêt pour eux de le faire, ta culture d'entreprise du digital, ça va pas forcément fonctionner, tu vois. Oui. Donc pas de nouveaux outils sans accompagnement et sans formation assez intense, quoi. Ouais, et sans leur expliquer le but en fait de la mise en place de l'outil. Si tu leur dis que en fait ils peuvent voir le menu sur leur téléphone alors qu'ils le voient quand ils vont au restaurant, tu vois, c'est pas utile, tu vois. Par contre, tu leur dis écoutez, il y a plusieurs choix et à cette heure-là, il y aura plus quelque chose comme ça et dépêchez-vous parce que c'est limité le nombre de passes. Ouais, là il y a un intérêt. Parce que sinon, ils vont le savoir que quand ils seront devant le restaurant. Ou tu vois, l'affluence, par exemple. Tu vois, le fait de savoir qu'il y a plus de personnes à telle heure par rapport à telle heure, tu aménages ton temps, parce que si tu n'as pas envie de faire la queue 20 minutes, tu iras à un moment où il y aura moins de monde. Tu vois, faut leur expliquer le pourquoi c'est utile. Et je pense aussi que enfin, ça paraît assez naturel aujourd'hui, mais c'est un petit renversement de mindset, parce que collecter la data un petit peu brute sans vraiment savoir pourquoi et comment on va l'exploiter, c'est un peu ce qu'on faisait avant, jusqu'à se rendre compte que ça représentait un coût important de traitement, de stockage, etc., etc. Et sans forcément avoir de finalité, donc de retour sur investissement. Là, j'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est assez naturel, mais on réfléchit à la finalité de cette donnée en disant qu'est-ce qu'on veut en tirer et donc, du coup, qu'est-ce qu'on doit déployer. Ça me paraît avoir beaucoup de sens de réfléchir dans ce sens-là, et ça n'a pas toujours été le cas, j'ai l'impression. Alors, ça n'a pas été le cas, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est tout nouveau le digital aujourd'hui dans les entreprises. Donc, on veut collecter des données. OK, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on ne sait pas, soit on les utilise mal. Donc, c'est pas grave, parce qu'on apprend, c'est du test and learn, comme on l'a dit tout à l'heure. Faut pas appuyer là où ça fait mal. Il faut leur dire, écoutez, c'est bien. Par contre, moi, j'ai pas besoin de ça. Donc, j'aurais plus besoin de cette vision ou cette direction-là. Et à ce moment-là, effectivement, ils vont adapter. Enfin, c'est des entreprises qui sont agiles. Souvent, c'est des startups ou c'est des jeunes. Pas forcément que des jeunes, mais des personnes qui sont... Je le prends personnellement. Je veux frustrer personne ou froisser personne en disant ça. Mais non, c'est des personnes qui sont agiles. Ça veut dire qu'ils apprennent des erreurs qu'ils font et ils apprennent des fois plus vite que certaines personnes. Donc, si tu leur dis que ça va pas ou que ça te sert pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas se frustrer ou se braquer. Ils vont dire, OK, j'ai compris. Comment maintenant je peux faire pour répondre à ce besoin-là? Tu vois, c'est quel recul je vais prendre pour aller dans la bonne direction. Et c'est même pour eux, c'est bien en termes de business, en termes de réflexion, ça fait évoluer le métier. Ouais, moi, je trouve ça très intéressant parce que je rebondis sur le terme agile que tu utilises, parce qu'en fait, agile, en termes de développement, c'est aussi une méthode qui est un peu scriptée. La méthode agile, c'est une méthode qui est basée sur l'itération, dans des petites séquences de 1-2 semaines où on teste des choses, on regarde, on sort le truc, on analyse, on voit ça, et puis on itère beaucoup. Ce qui fait qu'on peut changer de direction assez rapidement et qu'in fine, on est agile. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus, on va dire, presque de collaboration entre des startups et des DET qui sont peut-être un petit peu plus... alors l'inverse d'agile, un petit peu plus difficile à bouger, parce que la taille des structures fait que c'est parfois difficile de faire des choses. Et qu'ensemble, ils mettent en place des pilotes, justement, pour essayer d'importer ce mindset agile au sein des structures plus importantes. Est-ce que je me trompe en disant ça ou... Non, je suis complètement d'accord avec toi. Si la direction de l'environnement de travail qui fait appel à une start-up ou une entreprise qui est dans le digital
Alors déjà, normalement, si elle fait appel à elle, ça veut dire qu'elle a passé une étape. Et il faut qu'ils travaillent ensemble. C'est obligatoire. S'ils veulent que ça fonctionne, s'ils veulent que ça soit une petite ou une grosse entreprise, il faut qu'ils travaillent main dans la main, ensemble. Et il faut qu'ils aillent voir les collaborateurs ensemble. C'est pas la direction de l'environnement de travail qui va jeter le prestataire en disant je veux que ça fonctionne, d'avoir les collaborateurs tout seul. Non, ça fonctionne pas. Il faut que lui aussi il y aille. Il faut qu'il mette en avant et en contact avec les bonnes personnes. Tu vois, on parlait de la RH tout à l'heure, ce qui est super important, puisque un message de la RH potentiellement est très écouté en entreprise, parce que tout le monde veut savoir ce que pense la RH d'une certaine façon, des choses qui sont faites ou pourquoi c'est fait. Donc, si tu y vas avec les bonnes personnes, tu auras toujours plus d'impact au niveau des collaborateurs. Et plus de personnes vont graviter autour d'une idée ou d'une solution, plus elle sera prise en compte par tout le monde. Si toi, tu viens tout seul en disant « Bah ouais, mais moi, je sais qu'il faut mettre ça en place », potentiellement, tu vas braquer les gens. Donc non, tu viens, tu dis « Écoutez, moi, j'ai une solution, j'ai rencontré cette solution-là. » Bah, tu y vas, tu leur montres, tu leur expliques le pourquoi du comment et tu leur expliques quel est l'avantage. Évidemment, il y aura des risques, évidemment, il y aura des choses qui serviront pas. C'est pas grave, tu y vas quand même. Tu y vas avec ton prestataire. Évidemment, c'est lui qui est expert du domaine, donc tu le laisses parler au maximum. Et après, une fois qu'il a expliqué le pourquoi du comment, tu essaies de rassembler le maximum de personnes autour de la table pour leur expliquer. Et du coup, à eux, c'est eux qui vont en fait aller vendre cette solution. C'est intéressant parce que je trouve que ça développe aussi une approche qui est propre aux directions de l'environnement de travail, qui est une approche transverse. C'est-à-dire que naturellement, on aurait pu se dire, voilà, implémenter du digital dans son bâtiment, on va voir la DSI. OK. Sauf qu'après, derrière, on a un problème parce qu'on va avoir un problème d'adoption, parce que la DSI vont te permettre d'implémenter, mais ça ne va pas être les utilisateurs finaux de la solution. Donc, il faut amener aussi les RH, si c'est pour l'expérience utilisateur. Ou peut-être amener le facility manager, si c'est quelque chose plus pour l'être. Et je trouve que c'est intéressant aussi comme changement de point de vue, de se dire que si on veut que ça marche, le digital, c'est nécessairement une approche transverse, sinon ça va rester lettre morte. Non, mais clairement, tu peux pas venir tout seul avec une idée, une solution, si tu n'as pas convaincu les personnes autour de la table qui vont t'aider à mettre en place. Que ce soit la finance, parce que c'est eux qui vont valider potentiellement le budget, que ce soit les RH qui vont valider la partie sociale, que ce soit l'IT qui vont valider la partie technique. Si tu viens tout seul en disant « moi j'ai une idée, je sais que c'est ça, je sais que c'est bon », toutes ces personnes-là vont te regarder et faire « mais de quoi tu parles ?» Non. Voilà. Le premier mot c'est humain, on te dit non. Surtout en France. C'est humain, c'est français. Surtout en France. Surtout en France, on te dit comment ne pas le faire. Voilà. Comment on peut s'en passer. Mais il va y avoir des problèmes, etc. C'est ça. Donc, évitons de parler de problèmes ou autre. C'est j'ai une solution. Voilà. Je vais te laisser parler un expert qui connaît mieux que moi. Et voyons si on a vraiment un besoin. Ok. Ça m'amène justement le côté transverse, une question que j'avais, qui est une vraie difficulté, la donnée. Parce que la donnée, c'est un mot très sympathique, mais au final, c'est une réalité aussi technique et de classification. Et je crois qu'il y a un souci, c'est qu'à partir du moment où il va y avoir beaucoup d'interlocuteurs, on sait que les environnements de travail, c'est un écosystème complexe, avec des prestataires, avec beaucoup de clients internes différents, etc. Et comment on fait pour que cette donnée soit qu'il y ait une continuité dans la donnée. C'est-à-dire que celui qui l'a créé d'une façon qu'elle soit exploitable par celui qui va l'exploiter et qu'elle va produire le résultat pour celui qui va la valider. Enfin, tu vois. J'ai compris. Ouais. Voilà. Mais tu vois, aujourd'hui, moi, sur le sujet dont tu parles là, j'ai un sujet qui est OK, on a les données. Pour autant, elles ne sont pas forcément bien utilisées et le temps de traiter la donnée, en fonction de la quantité de données, il peut se passer des jours, des mois, des années. Donc, tu vois, si par exemple on prend des habitudes de collaborateurs, de comment ils travaillent, etc., le temps que tu traites la donnée, que tu envisages de faire un aménagement adapté, que ce soit une petite ou une grosse entreprise, peu importe, les délais sont assez longs. Et peut-être que quand tu auras la donnée, tu l'auras traitée, tu l'auras traduit, tu auras fait en sorte d'adapter un espace, et peut-être que les habitudes auront changé. Oui, en fait, tu vois, on est loin du fantasme du temps réel, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il manque quelque chose, et je pense qu'il y a quelqu'un qui va certainement le créer. J'espère que si quelqu'un m'écoute, il pourra le faire. C'est de prendre ces données-là, de les traduire rapidement. Ça veut dire, OK, j'ai cette donnée, ou ces données,
bah, comment c'est traduit et qu'est-ce que ça veut dire. Parce que si on met une semaine, un an à traiter cette donnée-là, bah, en fait, on est trop en retard. Donc la seule façon, c'est pour ça que tout à l'heure je t'en ai parlé sur les bureaux opérés, et je t'ai dit ça, c'est que souvent quand tu déménages, bah, tu réponds à un besoin à l'instant T et tu es bon. Par contre, si tu es dans une entreprise depuis longtemps et qu'elle elle veut pas forcément déménager, il ben, faut vite traiter cette donnée, la traduire Mhm. pour adapter rapidement les besoins. Pour que ça corresponde en fait à une problématique, ou pas forcément une problématique, mais à un besoin à l'instant T. Mhm. Oui, mais enfin, sur ce sujet-là, je sais qu'il y a des initiatives qui sont en cours, justement, portées par les différents syndicats qui interviennent dans les environnements de travail, que ce soit l'IDE, CIPEMI, la PROMA, etc., sont en train de réfléchir justement à cette thématique de la convergence numérique. Et ça, c'est un sujet très intéressant parce que finalement, je pense qu'il y a une quantité de données qui n'est pas utilisée, qui reste stockée dans des serveurs ou pire, dans des tableaux Excel, qui demandent à des gens extrêmement expérimentés de finalement faire du traitement de données assez basique. Et que tant qu'on n'est pas capable de tous parler le même langage, ça ne sert à rien d'essayer de faire quoi que ce soit avec. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu vois, si je prends un exemple qui me vient en tête comme ça, là, je vais juste parler du BIM. Donc, tu vois, c'est un regroupement de données extraordinaires qu'on a pendant la création et l'exploitation d'un bâtiment. Sauf que quand tu veux faire bouger des choses et qu'il y a un interlocuteur qui change, parce que ça arrive dans notre métier, bah, comment tu récupères ces données-là et est-ce que tu les utilises vraiment? Tu vois, aujourd'hui, je suis pas sûr. Ouais. Parce qu'en fait, déjà, qui connaît le BIM aujourd'hui? Oui. Qui sait l'utiliser? Qui a été formé pour? Ça, c'est un très bon point. Et tu vois, c'est des données. Tout à l'heure, je te disais, ok, tu as les données, comment tu les traites? Est-ce que tu sais les traiter? Ok, en combien de temps? Est-ce qu'il y a un intérêt? Donc, c'est de traduire en fait toutes ces données-là. Il faut arrêter d'avoir trop de données si on n'a pas l'utilité. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je reprends ton exemple des salles de réunion. Ok, on connaît comment sont fréquentées les salles de réunion. Par contre, si j'ai 15 salles de réunion pour 12 personnes, bon, en fait, on s'en fout. On s'en fout, parce qu'il y a assez de salles de réunion. Oui, non, alors ça, c'est un autre aspect intéressant, je trouve, c'est que, ok, mettre du digital dans un environnement de travail, on a vu que ça demande à être transverse, c'est-à-dire aller parler à tous les départements. C'est pas juste un truc de la direction de l'environnement de travail, c'est pas juste un truc technique, c'est pas que RH, c'est tout le monde. On a vu aussi que c'est un changement de mindset où il faut accepter de tester des choses, parce que c'est encore peu mature et qu'il faut voir si ça fonctionne, parfois à petite échelle. Là, ce que j'entends aussi qui est très intéressant, c'est que ça va peut-être demander de nouvelles compétences. On parlait de parler le même langage, ok, mais si c'est un langage peut-être un peu technique, ou peut-être qu'il ne doit pas l'être, mais en tout cas, comment ça se passe, ces nouvelles compétences, est-ce qu'il y a des nouvelles skills à acquérir, et aussi, je sais que du coup, tu as accompagné le Club des jeunes talents à l'idée, donc le futur de l'environnement de travail. Est-ce que dans les formations qui suivent, justement, il y a ce côté digital qui commence à arriver? Je ne vais pas te dire que je le sais parce que ça fait pas très longtemps non plus que j'ai quitté les bancs de l'école, mais ce qui est sûr, c'est que tous les jeunes qui arrivent dans ce métier-là ont cette fibre digitale. Ils l'ont tous, quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont nés dedans. Je suis aussi né dedans. Je suis né dedans, mais ils sont encore plus nés dedans. Ils travaillent qu'avec ça aujourd'hui. Oui. Quand tu regardes juste la façon dont ils travaillent à l'école, ils ont pratiquement tous un ordinateur portable. Ouais, mais alors ça, si je me permets, c'est la couche un peu de surface, c'est-à-dire que c'est le terminal. Mais est-ce qu'on va demander demain à quelqu'un qui travaille dans l'environnement de travail de maîtriser un langage de prog? Est-ce qu'on va leur demander de maîtriser certains outils? Enfin, je ne sais pas, si on embauche quelqu'un aujourd'hui en compta, on va lui demander de maîtriser certains outils. En marketing, pareil. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils et des nouvelles compétences qui vont devoir se développer pour que ces directions de l'environnement de travail absorbent, qui ont des profils par ailleurs totalement différents, en termes d'origine, puissent absorber justement ce digital? Alors, effectivement, il y a des formations dans les écoles sur des choses qui existent, mais depuis un petit moment, les GTB, les GTC. Oui, il y a des choses qui existent. Par contre, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de formation spécifique digitale ou sur des outils. Il y a deux raisons pour ça, je pense. La première raison, c'est qu'en fait, tout ce qui est aujourd'hui créé par les entreprises innovantes, c'est assez intuitif. Oui. Donc, ils le font bien.
Et deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas un outil référencé dans notre métier. Il n'y en a pas un. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Genre, tout à l'heure, on disait de la comptabilité, ils ont un outil. Ils ont même plusieurs qui sont référencés. Le marketing, ils en ont un aussi. La communication, on en a plusieurs. Enfin, c'est vrai que si aujourd'hui, tu t'imagines écrire une description de job pour recruter quelqu'un et que tu dis, attends, quel est l'outil qu'il faut absolument que... Souvent, ça va être maîtrise d'Excel ou AutoCAD. Enfin, toi, AutoCAD, tu le vois beaucoup. Ouais, mais alors ça, oui, on est en construction. Là. Ouais, mais tu vois, c'est des outils, mais tu n'as pas de vrais outils aujourd'hui. Tu vois, comment on travaille. Enfin, je pense que tu as fait le tour un peu des environnements de travail, tu vois, et moi aussi un peu. Il n'y a personne qui m'a dit « Ah ouais, pour classer mes contrats, eh ben, je l'ai utilisé cet outil-là. » Parce qu'il n'existe pas. Donc, ah oui, non, mais tout au plus, aujourd'hui, moi, je retrouve Excel et Notion. Voilà, mais Excel pour tout le monde, Notion pour ceux qui sont le plus... Et encore, Excel, tout le monde n'est pas passé à Excel. Il faut le savoir. Enfin, c'est pas forcément une critique ou mettre le doigt sur quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Tout le monde n'est pas déjà passé sur les fichiers Excel. Il y en a qui font ça encore à la mano, que ce soit un inventaire de mobilier, ou par exemple, tu vois, au Covid, et moi j'ai entendu des entreprises, et j'ai vu des entreprises avec une feuille notée, tu vois, tout l'inventaire en Covid. Wow. Et tu vois, quand je vois ça, je fais putain, mais il faut, en fait, c'est pas arrivé, mais il faut leur expliquer quelle est l'utilité. Ça veut dire qu'en fait, tu enlèves ça et à chaque fois, tu remplaces une feuille. Enfin, puis il y a de l'accompagnement parce qu'effectivement, on est parti du l'aspect formation, mais former des personnels qui sont, pour le coup, peut-être parfois sortis des bancs de l'école il y a un peu plus de temps, c'est pas évident. Donc là, je crois que l'accompagnement sur le digital, c'est au moins 50% du job, quoi. C'est sûr. Et même pour les jeunes, hein, moi j'ai vu des jeunes ils sortent d'école, on pense qu'ils sont bons, etc. Et quand tu leur demandes de faire un PowerPoint, c'est pas forcément un outil digital dans notre métier. Mais ils savent pas forcément l'utiliser. Ouais. Et tu te dis, ok, bon, bah, en fait, il commence sa formation dans le digital, donc on va lui faire découvrir à quoi ça sert de l'utiliser. Tu vois. Et une fois qu'il y va, bah, maintenant, ok, on a passé une étape. Bah, maintenant, comment on digitalise certains services ou certaines actions que tu vas entreprendre qui va te faire gagner du temps. Tu vois, c'est tout ça. Aujourd'hui, on a plusieurs outils digitaux, que ce soit pour la restauration, pour la parc automobile, pour tu vois, n'importe quoi, on les a. Par contre, on n'a pas d'outils référencés pour notre métier. On a plusieurs outils. Je pense qu'aujourd'hui, il manque ça. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un outil référencé. Et je pense qu'avec cet outil référencé, peut-être qu'on sera référencé comme métier et tout le monde comprendra ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet. Hein. Ah, c'est la vie ne fait pas le moine, c'est l'outil ne fait... Ouais. Enfin, là, c'est l'inverse. Il faudrait trouver une expression, je ne l'ai pas, mais bon... Et... il nous faut un outil pour être référencé dans notre métier, je pense. Alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais tu parles des jeunes générations qui arrivent avec une appétence pour le digital. Enfin, je ne vais même pas dire appétence, c'est-à-dire une fluidité. C'est-à-dire que c'est naturel, c'est une prolongation de la façon de travailler. Voilà. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, c'est vrai aussi que c'est des générations qui sont beaucoup plus sensibles à leurs données, ou en tout cas sensibilisées à leurs données, à la protection de ces données. Aujourd'hui, en Europe, on est un peu plus protégé qu'ailleurs, voilà, et en France encore plus particulièrement. Mais comment ça se passe quand la relation entre celui qui prend tes données est ton employeur? Et est-ce qu'il existe aujourd'hui dans la législation quelque chose comme le RGPD, mais à l'échelle de l'entreprise, pour dire ok, bah, je vais prendre des données avec des capteurs, par exemple, des choses comme ça, ou est-ce qu'on est un peu dans un flou artistique à ce niveau-là? Non, alors ça dépend des entreprises. Je peux parler de toutes les entreprises parce que je ne vais pas prétendre que je sais comment ça se passe dans toutes les entreprises. Mais la RGPD déjà protège pas mal les salariés. Après, c'est un grand acronyme que personne ne comprend. Par contre, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire protection des données, grosso modo. Donc on sait qu'on ne peut pas utiliser ces données, notamment si je prends la chose simple, c'est le contrôle d'accès. Bah, mon manager, il ne peut pas regarder quand je suis parti faire des pauses, etc. D'accord. Donc là, c'est cadré. Après, sur la partie légale, si je peux dire ça comme ça, ou réglementaire en termes d'entreprise, souvent c'est indiqué dans les textes intérieurs des entreprises, ou un règlement intérieur, ou une charte, en disant voilà comment on utilise vos données, et voilà comment on ne va surtout pas utiliser vos données. D'accord. Surtout ça. Et il y a une question de confiance. Évidemment, les gens sont réfractaires, mais je pense que tu vois, les gens ont compris qu'on récupère des données. Tu vois, si je prends l'exemple des réseaux sociaux, les gens ont très vite compris que les réseaux sociaux, oui, ils nous tracent. Oui, on a des pubs en fonction de ce qu'on regarde.
Bah, D'accord. c'est à peu près le même principe Et une aujourd'hui. acceptation parce que c'est un deal. Parce, parce qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi on récupère des données, c'est pour améliorer leur qualité de vie. Mhm. Ça veut dire que si on prend des données, je vais reprendre l'exemple assez concret de la restauration, bah, on sait quand est-ce qu'ils viennent, et ben, on va peut-être mettre plus de nourriture à ce moment-là. Et on va peut-être mettre moins de nourriture. Mhm. Et après, on leur dit, ouais, mais c'est écologique aussi. C'est pas que, c'est pas, il y a de l'RGPD, ok, mais déjà c'est anonymisé. On prend juste une masse et Mhm. on en fait quelque chose. Tu vois, par exemple, si je reprends aussi l'exemple d'un bâtiment qui fonctionne à 100%, alors qu'on a beaucoup de télétravail aujourd'hui, bah, peut-être que le vendredi, l'entreprise ça fermait. Mhm. Ou peut-être qu'on demandera aux collaborateurs d'arrêter d'aller dans les 6 étages, mais de se regrouper sur un seul étage parce qu'ils sont 20 le vendredi. Mhm. Et tu vois, on leur dit, bah écoutez, bah, on va arrêter de chauffer les endroits que bah, vous n'êtes pas là. Ouais, c'est intéressant, parce que ça veut dire, encore une fois, là, qu'il faut accompagner énormément. Donc je disais, c'est au moins 50-50 la formation et l'accompagnement, c'est peut-être encore plus, Oui, parce que là, c'est faire comprendre l'impact, l'impact business peut-être, mais l'impact RSE peut-être aussi, hein, dire, voilà, on a pris les décisions de fermer parce que, ou alors on a diminué le gaspillage de X% et on est capable de le dire parce qu'on regarde, je sais pas, des poubelles qui mesurent. oui, mais Ça, ça peut être ça. Hein, ouais. ça enfin, faut toujours leur expliquer, et c'est humain, et moi aussi j'ai besoin qu'on m'explique, Mm. c'est pourquoi je le fais. S'il n'y a Mm. pas de sens, tu vas plus difficilement convaincre les gens de le faire. Mm. Si tu leur expliques qu'il y a un bon sens derrière, que ça soit du RSE, que ça soit de quelque chose d'assez logique, hein, de ne pas acheter, je sais pas moi, des choses, une cartouche d'encre dans un endroit où c'est pas, faut pas le jeter, Mm. tu leur expliques quel est l'impact, Oui. ils le comprennent. En RSE, souvent c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Mais si je prends un autre exemple, par exemple les femmes d'accueil ou les femmes de ménage, bah, leur dire en fait, si vous n'êtes pas là, bah, elles viennent pas, ou elles Mm. viennent plus tard. Ça veut dire que Oui. si tu as les femmes de ménage, si On peut avoir des potentiellement. créneaux en journée. Voilà. Exactement, et ben au lieu de venir à 6 h du matin et de Mm. se lever à 4 h du matin, et elles habitent super loin et forcément, elles ne sont pas forcément très bien payées ou rémunérées, et ben elles vont peut-être venir à 9 h. Mm. Et tu vois, en termes de qualité de vie, c'est peut-être mieux pour elles. Ouais. Après, évidemment, il faut leur demander. Et aujourd'hui, on en est là, je veux dire, en termes d'outils. On est capable de faire ça? Ou c'est quelque chose qu'on... Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui proposent d'aller dans cette direction-là, vers comment dire, une idée à l'usage d'un bâtiment, y compris dans tous les services qui lui permettent de tourner, les services essentiels. On y est déjà ou on est en train de travailler dessus là? Moi, je pense on y est sur certaines entreprises, on y va dans la grande masse, parce qu'aujourd'hui, comme je te disais, on a des données. Ok, jusqu'à où on peut aller avec ces données-là? Mhm. Est-ce qu'on s'arrête à dire, bah, ok, on a reçu 215 collaborateurs aujourd'hui, c'est très bien. Voilà. Bonne nouvelle, Ou merci. est-ce qu'on va dire, bah, et le premier est arrivé à cette heure-là et le Mm. dernier est parti à cette heure-là? Et ils étaient combien? Mm. Bah écoute, on va peut-être leur dire de se décaler un peu. Est-ce que c'est grave si la femme de ménage avait un peu plus tard? Mm. Ok. Et après, on va leur demander, est-ce que la femme de ménage elle pourrait travailler et s'il n'y a pas d'aspirateur ou autre chose pendant le midi à 2 par exemple. Tu vois, faut leur expliquer et il faut nous expliquer pourquoi on le fait et comment on le fait et quel sens ça a. Si ça a un sens, potentiellement, tu as convaincu les personnes. Mais il faut leur expliquer. Si tu leur expliques pas, ils vont se braquer tout de suite, ils vont te dire non, moi je change pas mes habitudes. Ouais. Par contre, si derrière tu leur expliques bah, que ça peut améliorer la qualité de vie de quelqu'un, bah, ils vont dire ah ok, d'accord. D'accord. Ça m'amène sur autre chose, parce que là, il y a un côté actif, vraiment, de l'utilisateur. On va lui demander de faire quelque chose. Mais il y a tout un aspect aussi du digital, et je pense très particulièrement aux capteurs qu'on peut mettre un petit peu partout, où il y a un côté passif, c'est-à-dire on va mesurer les choses, mais sans demander quelque changement que ce soit. Et donc là, pourrait y avoir un côté un petit peu orwellien, où les gens vont sortir espionner. Comment on accompagne ça? Comment on accompagne justement et on évite la défiance vis-à-vis de ça, parce que voilà, on parle de culture, de retour au bureau, etc. Que les gens, il faut réenchanter ces espaces-là. Comment on concilie le fait d'essayer de créer des bâtiments intelligents avec des capteurs un peu partout et des espaces où les gens ont envie d'être heureux? Ouais, alors, Une question complexe. c'est une grande question et je pense que la réponse à cette question, alors c'est pareil, c'est ma réponse, hein, c'est pas forcément la réponse de tout le monde, c'est qu'il faut arrêter de mettre des choses si on n'en a pas besoin. Ça veut dire mettre des capteurs alors qu'on va avoir des données, très bien, si ça sert à rien, on faut pas le faire. Parce qu'on met des capteurs, ok, pour moi un capteur c'est pour prendre des températures, des fuites d'eau, peut-être une fréquentation, tu vois, et je pense pas qu'il faille plus. Et encore les fréquentations, je suis pas sûr. C'est un gros sujet pour autant. L'occupation des bâtiments,
avec Alors, justement les bâtiments qui sont occupés, peut-être on se retrouve à 50%. C'est un gros sujet. c'est un gros sujet, mais en termes comment dire, de récupération des données et de traduction des données, Mhm. je pense qu'on n'est pas encore là. D'accord. Tu vois, aujourd'hui, ok, on met des capteurs sous les tables de réunion pour savoir si le collaborateur est là ou pas. Mhm. Ok, on s'en fiche de savoir à quelle place il est. Ouais, puis en plus, s'il bouge de son siège Voilà, non. pour croiser les On jambes, veut ah, il juste, est plus là, il a on veut juste disparu. savoir combien il y a de personnes qui étaient dans Ouais. la salle de réunion. Mhm. Donc, je sais pas, je dis pas qu'il y a une solution plus facile que mettre un capteur sous chaque siège de Mhm. personne, mais c'est plus dire ou expliquer aux collaborateurs, arrêtez de prendre si je prends un exemple évidemment, arrêtez de prendre des salles de 10 personnes alors que vous êtes que deux. Mhm. Tu vois, bon, mauvais exemple pour nous aujourd'hui, mais, mais tu vois, c'est typiquement ce genre de choses. Donc il faut, je pense qu'il faut plus apprendre aux collaborateurs, mettre des capteurs, c'est bien passif, je pense que c'est utile, mais pas pour tout. Je Mhm. pense qu'il y a des limites. Tu vois, l'exemple des salles de réunion, enfin concrètement, mettre des capteurs au milieu des bureaux ou dans les salles de réunion, je trouve que c'est pas forcément utile. D'accord. Parce que tu vois, aujourd'hui, notre métier, c'est Mhm. d'être présent sur site. Mhm. Ok, sur des grands sites, on peut pas voir. Pour autant, on doit faire un tour de nos sites. Si c'est pas nous, c'est un de nos collaborateurs qui doit faire un tour de nos sites ou des collaborateurs. Donc, on doit voir visuellement nous comment c'est utilisé. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin aujourd'hui de Mhm. mettre des capteurs pour tout. La notion de taille est intéressante. Est-ce que tu penses que le digital aujourd'hui, ça a vocation à être destiné à des grands groupes, on va dire, qui ont des surfaces importantes à couvrir, justement pour pallier soit une absence, soit l'impossibilité physique de couvrir l'intégralité des bâtiments, hein, ou est-ce que c'est pour tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, si je parle par exemple de capteur de présence, si j'ai 1000 mètres carrés, est-ce que c'est vraiment très intéressant? Mais c'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement ça. Il faut utiliser ces capteurs-là, ce que je disais tout à l'heure, en fait, en fonction du réel besoin. Mm. Si tu as 1000 mètres carrés, bah, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un seul capteur, tu vois. À part peut-être une fuite d'eau ou de la Mm. température, mais c'est tout. Et c'est pour la climatisation ou une salle serveur, c'est pour les fuites d'eau. Mm. Tu vois, et par contre, si tu as une grande entreprise et tu as une grande surface, effectivement, les capteurs peuvent être utiles. Par contre, quel type de capteur et pourquoi? Et qu'est-ce que tu vas en faire surtout? Si tu mets des capteurs pour mettre des capteurs en disant ouais, bah, j'ai su combien il y a de collaborateurs aujourd'hui, Ouais. ok, d'accord, qu'est-ce que t'en fais? Si t'en fais rien, bah, pour moi, en tout cas, ma vision, c'est que c'est pas forcément utile. D'accord. Oui, donc on est plus sur des... euh, comment dire? Oui, on va chercher de l'optimisation là où on a, on a de l'espace. Mm, mm. euh, et peut-être sur des structures plus petites, aller chercher des choses qui vont améliorer l'expérience utilisateur. Ça a du sens. Justement, enfin, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que euh, les- sur les bâtiments, on parle beaucoup de passer du statique au dynamique. C'est-à-dire que avant, c'était assez simple, hein. Un bâtiment, une structure, des bureaux quasiment tous similaires, avec des salles un peu similaires, relativement peu de typologies d'espaces différentes, hein, des espaces avec des ordis, des salles de réunion, et puis quelques bureaux fermés. Voilà. Et puis tout le monde venait de 9h à 19h, ou peu importe les horaires. Voilà. Là, le côté dynamique, c'est que tous les jours, ça peut changer. Tous les jours, ça peut changer. Euh, dans cette approche-là, euh, est-ce que tu penses que tous les espaces, justement, vont avoir besoin d'outils pour pouvoir leur permettre un peu d'être à géométrie variable? Et si oui, si ce n'est pas les capteurs, justement, quels outils tu penses être les plus importants dans ce genre de nouvelle structuration des espaces? C'est vrai que c'est un sujet qui est tendance aujourd'hui parce qu'il y a du télétravail et Mm. du coup les habitudes ont changé avec le Covid, hein. Mm. Donc c'est vraiment le fait marquant aujourd'hui qui change pas mal de choses. Et je pense qu'on est encore en train d'apprendre de savoir comment gérer nos espaces avec cette tendance de télétravail. Mm. Donc soit on est en full remote, soit on ne l'est pas forcément, ou soit on l'est partiellement. Il faut l'adapter à chaque entreprise. Enfin, j'ai pas de solution concrète. Mm. Je suis pas un magicien qui va dire, ah bah, écoutez, j'ai la solution, c'est ça qu'il faut faire. Non. Je pense qu'il faut l'adapter à la culture d'entreprise. Tout à l'heure, on en a parlé. C'est Mm. super important. En fonction du métier aussi que tu vas faire. C'est super important. Aujourd'hui, la plupart des personnes à l'IT peuvent travailler à distance. Par contre, tu vois, un aspect financier ou notre métier, hein, notre métier, on ne peut pas être à 100% à distance.
Enfin, ça ne fonctionne pas. Si tu as un technicien de maintenance qui est à 100% à distance, bah, ça ne marche pas. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour lui et du coup pour les collaborateurs. Non, il faut s'adapter, je pense, à chaque entreprise, chaque culture d'entreprise, chaque métier aussi, et adapter du coup des espaces. Il y a du flex office, il y a des logiciels de réservation d'espace maintenant aussi. Donc tu vois, il faut prendre le contexte dans l'entreprise, la culture de l'entreprise, comment il fonctionne et proposer une solution adaptée. Il n'y a pas une solution qui répond pour tout le monde. C'est des solutions pour chaque typologie de cas particulier. Oui. Et ça m'amène à une réflexion parce que j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait que voilà, en fait, la technologie en soi n'était pas très intéressante, mais elle était plus intéressante à partir du moment où on la mettait au service d'une réflexion centrée sur l'humain et sur l'usage. Et de ce que j'entends, le vrai bouleversement de l'implémentation du digital, alors que c'est même une réflexion jeune, c'est de passer à un monde où on voulait récolter plein de données, où il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées avec plein de capteurs, on peut récolter ça, à un monde où on dit pause, on va d'abord écouter ce qu'on va faire de ces bureaux, quel va être l'usage, quels sont les besoins des collaborateurs. Tu disais, voilà, si le mec il veut manger ça, si on a besoin de salle de réunion. Et après, on va voir les solutions et les données dont on a besoin pour pouvoir les exploiter. Et j'ai l'impression que là, il y a un vrai basculement de mindset pour réfléchir non plus au mètre carré, mais à l'usage, et intégrer les collaborateurs dans une boucle de feedback comme la première source de données sur la réflexion du digital. Si on parlait d'accompagnement, j'ai l'impression qu'en fait, la vraie réflexion du digital, c'est que veulent les gens qui occupent les espaces et comment on va les utiliser. Ouais, alors c'est une notion super importante. Pour moi, c'est le service dans notre métier. On a un métier de service, clairement. Enfin, celui qui dit qu'on n'a pas un métier de service, c'est que je pense qu'il n'a pas forcément compris ce qu'on faisait. Non, il faut, nos clients, c'est nos collaborateurs. Enfin, c'est nos collègues, ou pas forcément si on est externalisé, mais c'est les personnes qui travaillent. Aujourd'hui, c'est nos clients. Donc, digitaliser, c'est bien pour récupérer de la donnée, pour faire avancer les choses, mais l'être humain, on disait tout à l'heure, si tu as 1000 mètres carrés, pas besoin forcément de 10 capteurs, parce qu'en fait, tu peux aller voir le collaborateur et lui dire en fait, quelles sont ses habitudes de travail. Donc évidemment, si tu as 500 000 personnes, tu ne peux pas tous les voir, évidemment, mais il faut quand même marquer que tu es présent parce que ceux qui osent parler, c'est souvent ceux qui sont le plus mécontents ou ceux qui ont des bonnes idées. Et ceux qui disent rien, pour autant, il faut aller les voir, les écouter, voir leurs habitudes de travail. Parce que entre ce que tu vas voir sur un capteur et comment tu vas voir en face comment c'est utilisé, c'est totalement différent. Si par exemple je prends l'exemple de la salle de réunion, où on disait on met des capteurs en dessous pour savoir comment c'est utilisé. Et ben peut-être qu'en fait l'habitude, c'est qu'en fait ils sont tous debout, ils s'assoient un peu sur la table et ils regardent. Et ta donnée elle va rien vouloir dire, parce qu'elle ne va pas traduire une réalité. Exactement. En fait il faut lier les deux. Et en fait le côté humain est indispensable. Il y a un côté serviciel dans notre métier où il faut être présent et il faut le coupler avec du digital. Tout à l'heure on disait comment faire réussir ou faire adapter des outils digitaux. C'est d'abord le côté humain, on en a parlé. Si tu leur dis juste, les outils digitaux, c'est là, c'est un capteur, tu peux l'utiliser, tu as une tablette, tu peux tout utiliser le bâtiment, vas-y. Mais tu vois, il n'y a pas le côté humain. Il faut le côté humain obligatoirement. Le service est super important. Évidemment, pour faire ça, il faut des compétences. On parlait tout à l'heure d'école ou de formation. Il faut que les personnes soient formées. Donc, tu vois, c'est un peu... c'est un peu une démarche digitale, ça ne peut pas fonctionner tout seul. Il faut du côté service, il faut du côté humain, il faut des compétences. Sans tout ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas donner... c'est comme si demain, il y a 20 ans, je donnais un iPhone à quelqu'un et je lui disais, regarde, tu peux prendre des photos, tu peux écouter la musique et tout, tu lui balances. Et le mec, il va faire, non merci, en fait, j'ai un appareil photo et je n'ai pas besoin de ça. Tu vois, il faut le côté humain, ça prend du temps. Ça prend toujours du temps et ça il ne faut pas se le cacher, mais il faut insister. De pourquoi c'est utile. Et alors, peut-être que là, on arrive vers la fin de la discussion et moi, ce que ça m'amène aussi, c'est que en fait, réfléchir au digital dans le bâtiment, on a tendance à penser que c'est réfléchir à tous les outils qu'on va pouvoir mettre avec une espèce de frénésie comme ça, mais en même temps des petits freins du côté des achats. Oui, évidemment. mais en fait, j'ai l'impression que le plus gros changement de dire, voilà, on passe au digital sur l'environnement de travail, c'est un changement d'état d'esprit pour pouvoir prendre l'état d'esprit de des développeurs presque,
pas que des startups, mais de ceux qui travaillent dans la technologie, d'itérer régulièrement, de se dire aussi qu'on va écouter beaucoup plus les utilisateurs, parce que finalement, il y a le premier stade des gens qui programment, c'est un peu la démo technique. Je fais un truc comme ça, mais bon, juste pour voir. Et le deuxième stade, c'est de réfléchir à l'expérience utilisateur, à l'UX, quoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une absorption de toute cette façon de faire, de tous ces process issus du digital, dans la façon de développer un environnement de travail, et que c'est fondamentalement basé sur le retour d'expérience de ceux qui utilisent les outils, et pas juste une démonstration technique de regarder, on peut faire ça, et on peut capter tout ça, et bon, on ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire, mais ne vous inquiétez pas. L'expérience utilisateur est primordiale sur les outils digitaux qui sont mis en place. Si tu es persuadé que quelque chose fonctionnera et que tu prends l'avis des utilisateurs, tu peux tomber de ta chaise. Parce que entre ce que tu pensais être et ce qui au final comment c'est utilisé, il peut y avoir une différence qui est énorme et du coup ne pas fonctionner du tout. Mais c'est pas grave, on parlait tout à l'heure de test and learn. C'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que c'est plus les startups qui le font, cette démarche, parce que y a moins d'impact que quand tu lances quelque chose dans une grosse société. Alors déjà, il y a plus d'impact et tu vas plus le voir vite si ça fonctionne bien. Par contre, à contrario, tu vas vite le voir si ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée, c'est il faut mettre en place des outils, il faut faire du test and learn, il faut d'abord réfléchir à pourquoi on le fait. Et après, c'est OK, on l'a fait. Est-ce qu'on a mis du service? Est-ce qu'on a mis de l'humain? OK, on a mis tous les outils qu'il fallait, on a mis les compétences, on a mis les formations qui allaient bien. OK, quel retour d'expérience j'ai maintenant avec ça? Et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est pas grave, ça n'a pas marché. OK, soit on arrête, soit OK, ça n'a pas marché parce que OK, en fait, on n'a pas répondu à un besoin. En fait, peut-être qu'on a répondu à un mauvais besoin ou on était à côté de la plaque. Peut-être qu'on recommence. Tu vois, c'est pas forcément s'arrêter, c'est du test and learn. C'est on teste. On regarde sur une durée. Des cycles un petit peu plus courts que d'habitude. Exactement. Et après, on prend le retour d'expérience. Et après, si ça fonctionne, OK, comment on fait mieux maintenant? Tu vois, c'est toujours en évolution. Aujourd'hui, je pense que notre métier est en pleine expansion, en pleine révolution. Donc, parce qu'il y a du digital, parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a du télétravail, parce qu'il y a des habitudes de travail qui ont changé, parce qu'il y a des coûts au mètre carré qui ont augmenté aussi et la vie continue. Pour autant, il faut répondre toujours à des besoins précis des entreprises, mais aussi des collaborateurs. C'est super. Écoute, merci beaucoup pour ce moment de partage et pour cette réflexion autour de l'arrivée du digital dans les environnements de travail. C'est un vrai plaisir. Merci Damien. Merci. Et à bientôt. Salut. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de The Spacecraft. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Direction notre page LinkedIn pour nous suivre et sur ta plateforme de streaming favorite pour t'abonner au podcast et ne louper aucun épisode. Et d'ici là, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de The Spacecraft.